Bon, bonjour à toutes et à tous. Je suis évidemment très heureux d'accueillir Clément Beaune, le secrétaire d'État chargé des Affaires européennes ici. Je te remercie énormément, Clément, de prendre ce temps avec les étudiants. C'est la deuxième fois que tu interviens dans ce cadre. La dernière fois, tu n'étais pas venu physiquement, mais c'était sur Zoom et c'était dans le cadre de la crise Covid et donc de la stratégie vaccinale, si je me rappelle bien. Donc c'est la deuxième fois. J'espère que tu reviendras une troisième fois et j'espère que cette fois-ci, ce sera dans un environnement plus serein et plus pacifique. Alors cette fois-ci, c'est donc dans le cadre du European Seminar qui est destiné donc aux étudiants du Master d'affaires européennes dans le cadre de l'école d'affaires publiques, mais évidemment, étant donné l'importance du sujet, on l'a ouvert à toutes les communautés d'étudiants de Sciences Po. Ce séminaire, il est coordonné par Olivier Rosenberg, que je remercie, et qui va donc modérer cet événement. Olivier est professeur à Sciences Po et chercheur au Centre d'études européennes. Alors, cet événement, il se fait dans le cadre d'une série d'événements, évidemment, autour de la guerre en Ukraine. Il y a eu un certain nombre de choses qui ont été faites la semaine dernière. Peut-être certains d'entre vous, d'ailleurs, y ont participé sur la dimension européenne, la dimension économique et financière. Il va y avoir des choses qui vont être faites aussi sur les dimensions humanitaires, stratégiques. Là, je pense que c'est évidemment la dimension européenne qui va être en particulier discutée. Mais donc voilà, on se mobilise évidemment à Sciences Po pour avoir une analyse aussi de ce qui est en train de se passer. Donc voilà, je te remercie encore une fois très sincèrement de prendre ce temps dans un moment qui est à la fois tragique et déterminant pour l'Europe et donc aussi pour la France. Merci Clément. Merci beaucoup, monsieur le doyen, cher Philippe, monsieur le professeur, mesdames et messieurs les professeurs et directeurs, chères étudiantes et étudiants. Je suis ravi, on le dit souvent en diplomatie, mais il se trouve que c'est vrai, d'être de retour dans cet amphithéâtre Boutmy, où j'ai passé un certain temps. D'abord parce que je retrouve notamment Philippe Martin, qui j'ai eu le plaisir de travailler dans une vie antérieure, et puis parce que ça faisait, je crois, presque 15 ans que je n'avais pas mis les pieds dans cet amphithéâtre. Et donc, quand on est passé ou quand on a passé quelques heures assis sur ces bancs, qui je vois n'ont pas tellement changé, parce que je crois qu'ils sont maintenant partie de notre patrimoine, on est toujours un peu nostalgique et un peu ému de revenir et, pour ce qui me concerne, de m'exprimer pour la première fois derrière le pupitre, en essayant de vous dire quelques petites choses de notre actualité européenne qui, comme l'a rappelé Philippe Martin, n'est évidemment pas extrêmement rose et extrêmement joyeuse. Je devais venir, vous le savez peut-être, il y a 3 semaines à peu près, parler à cet endroit. Pour des raisons d'actualité, d'agenda, je n'ai malheureusement pas pu le faire. Et sans doute, j'aurais tenu un discours un peu différent. Ce qui montre bien que c'est vrai dans toute présidence, nous sommes en présidence française du Conseil de l'Union européenne, il faut s'adapter à l'actualité, la plus tragique soit-elle. Mais cela démontre plus largement encore à quel point notre Europe est percutée par l'histoire, par des crises, et nous devons évidemment nous adapter. Et mon premier message est un message peut-être un peu décevant, mais d'humilité ou d'incertitude. S'il y a 3 semaines, je n'aurais pas décrit exactement la même Europe, peut-être que dans 3 semaines, dans 3 mois, les leçons provisoires qu'on peut essayer de tirer des événements que nous vivons, que nous voyons, sont assez fragiles. Néanmoins, c'est le but aussi d'un environnement académique. Il faut essayer à tout moment, même quand l'actualité nous frappe, de penser, de réfléchir. Je vais essayer de le faire en quelques mots, en quelques minutes avec vous. D'abord, on le constate, c'est presque un cliché, mais c'est vrai, il y a une accélération très forte de ce que fait l'Europe ces dernières semaines. On peut, on discutera peut-être dans notre échange, estimer que cela est insuffisant, insatisfaisant, mais l'accélération du mouvement me paraît indéniable. Et je disais que c'était un cliché ou une évidence, ça n'est pas tant que ça, parce que l'Europe a connu 4 ou 5 crises majeures en un peu plus d'une décennie, et elle n'a pas toujours su réagir au bon rythme, il faut bien le dire.
Ça n'a pas été le cas lors de la crise financière devenue crise grecque ou de la zone euro il y a un peu plus d'une décennie. Nous avons évité la sortie de la Grèce de la zone euro. Nous avons, je crois, été trop lents. On a théorisé ça parfois par un slogan « too little, too late » en bon français, dans la réaction européenne à cette crise à l'époque. Je crois que nous n'avons pas non plus été particulièrement diligents, efficaces et à la hauteur de ce qu'est l'Europe dans la crise migratoire qui, 5 à 7 ans plus tard, a frappé notre Europe. Et puis, il y a eu d'autres crises ensuite, celle du Brexit, celle de la Covid, aujourd'hui celle du retour de la guerre à nos portes. Et je crois que, autant qu'on puisse en juger au bout de quelques jours ou quelques semaines, même si la guerre, et c'est ça la réalité la plus forte, demeure, et même s'intensifie, l'Europe a su, en tout cas, déjà évoluer. C'est vrai sur le plan militaire, c'est vrai sur le plan de la solidarité et de l'accueil face à une crise migratoire qui est déjà plus importante que celle que nous avons connue en 2015-2016. Et cela nous montre que l'Europe n'est pas condamnée à une forme d'immobilisme, de lenteur ou d'impuissance. Nous avons eu la semaine dernière un sommet européen important à Versailles, qui a réuni les 27 chefs d'État et de gouvernement. On pourra peut-être aussi, dans notre échange, en rediscuter. Quand vous regardez un certain nombre de messages, ce sont parfois des mots, mais ce sont déjà des actes, sur la nécessité de sortir des énergies fossiles issues de la Russie, sur la nécessité d'augmenter notre effort militaire massivement, et ce qui s'est déjà passé chez notre voisin allemand avec un investissement de 100 milliards d'euros en matière militaire, avec l'acceptation, c'était en grande partie, notamment dans certains pays dans certains partis de la coalition actuelle au gouvernement à Berlin, un tabou, l'acceptation d'un objectif de 2% du PIB consacré à la défense. Quand nous voyons que l'Union européenne a accepté et organisé d'ores et déjà la livraison d'armes à un pays non européen, l'Ukraine, pour 500 millions d'euros, devenu 1 milliard d'euros. Au-delà des chiffres, c'est le principe même, et l'action déjà en partie mise en œuvre, de livrer des équipements militaires que l'Europe s'engage de facto, sans être belligérante elle-même dans un conflit, qui marque les esprits, je crois. Et ce que nous voyons au-delà de cette accélération immédiate, qui sans doute n'est pas terminée, voyons les sanctions, les débats qui demeurent ou qui s'accélèrent là aussi sur la sortie plus rapide encore des énergies fossiles et du gaz russe en particulier. On voit bien que nous avons été conduits depuis environ une dizaine d'années à repenser des impensés européens. Il y avait un certain nombre de réalités qu'on ne pensait pas exister dans notre radar d'Européens démocrates prospères. D'abord, c'est pour ça que je mentionnais la crise du Brexit, ce qui est évidemment beaucoup moins dramatique. L'idée qu'un pays puisse sortir du projet européen, c'était en quelque sorte inconcevable. Je me souviens encore de discussions avec des partenaires européens. Je travaillais à l'époque au ministère de l'économie, quelques jours avant le référendum du Brexit. Quand tout le monde a dit qu'il n'était pas visible ou envisageable, ça n'est pas exact. Il y avait déjà des sondages qui disaient que la sortie de l'Union européenne était possible et qui donnait le Brexit gagnant dans un certain nombre d'enquêtes d'opinion. Ce n'était pas le scénario le plus probable, certainement, mais c'était possible. Et c'était pourtant quasiment exclu du raisonnement collectif. Il faut se le dire, parce que quand on n'arrive pas à penser des choses qu'on ne veut pas voir, on n'arrive pas non plus à réagir ou à anticiper ou à réformer suffisamment fort et suffisamment tôt. Nous avons donc brisé ce tabou, tristement, mais il a fallu faire face à cette réalité. Et l'Europe, je crois, a d'ailleurs passé ensuite ce test de réalité dans la négociation de sortie du Royaume-Uni en défendant son unité, ses intérêts fondamentaux, son marché intérieur en particulier. La crise de la Covid a été un deuxième moment où de nombreux impensés sont arrivés dans notre débat. L'idée d'une réforme, d'une suspension de nos règles budgétaires, d'un plan de relance européen, d'une dette commune qui soutient ce plan de relance européen. C'était en Allemagne notamment, au nord de l'Europe en particulier, mais dans beaucoup de capitales, de chancelleries comme on dit, une idée qui n'existait pas. Nous avons, par la force des choses sans doute, été contraints, tant mieux, à le penser et à le faire. Une avancée majeure, c'est toujours une idée qui rencontre une circonstance. La circonstance, ça a été la crise, une crise sanitaire sans doute inimaginable quelques semaines avant, mais la bataille des idées avait déjà un peu fait son chemin. Philippe Martin le connaît bien, qui a écrit et bataillé sur ce point de longue date. La question d'adapter nos règles, de penser à une dette commune, était dans le débat français, allemand, européen. Quand je disais qu'on ne la pensait pas,
c'est qu'il y avait des craquements insuffisants sans doute, mais qui commençaient à se faire par la voie académique, par la voie politique, par la voie associative ou syndicale, qui s'exprimaient dans le débat européen. Mais tout à coup, l'idée monte à la surface et fait en quelques semaines un chemin qu'on n'aurait pas pensé parcourir quelques jours seulement auparavant. Quand, en mai 2020, la chancelière allemande, à l'époque Angela Merkel encore, et le président de la République, disent qu'ils proposent un plan de relance de 500 milliards d'euros. Entendre cela dans la bouche d'une chancelière chrétienne-démocrate allemande, c'était franchement assez innovant. Bon. Et donc l'idée a rencontré la circonstance, nous avons avancé. Aujourd'hui, la guerre nous impose sans doute une révolution mentale encore plus grande. Nous avons besoin de comprendre si et comment le modèle européen peut répondre à ce qui était presque le contraire de notre démarche européenne. La démarche européenne, je ne vous refais pas un long exposé dans cet amphithéâtre, comme projet de paix et de réconciliation, a du mal à concevoir l'idée même qu'on puisse agir par la force. Nous avons cherché pendant 75 ans, et plutôt bien réussi, à remplacer la force par le droit. C'est parfois la source de frustration ou de critiques adressées à l'Union européenne, ce processus difficile à comprendre, un peu lent à opérer, mais qui a exclu de nos vies quotidiennes, de nos pratiques politiques, de nos concepts mêmes, le rapport de force brutal, la question de la vie et de la mort, la question de la guerre. Et nous sommes confrontés à cela. Nous n'étions pas complètement, collectivement, naïfs à cet égard. La guerre n'a pas débarqué le 24 février dernier, malheureusement. Mais la voir aussi proche, dans un pays qui est proche de l'Union européenne par sa géographie, par ses liens politiques. Nous avons un accord d'association le plus étroit avec l'Ukraine. Aujourd'hui, un débat sur son adhésion à l'Union européenne montre bien qu'il y a eu un réveil extrêmement brutal. Je ne reviens pas sur ce que je disais à l'instant. Déjà en 3 semaines, l'Europe a fait des choses qu'on n'aurait pas pensé faisables, activables, praticables avant cette fin du mois de février. Mais ce qui s'adresse comme question au modèle européen et à l'Union européenne, c'est au fond 3 ou 4 grandes questions presque existentielles sur notre démocratie d'Européens. Quand je dis notre démocratie d'Européens, c'est la démocratie elle-même et ce modèle spécifique à l'Europe qui est questionné aujourd'hui. En quelques mots, parce que quand j'étais à votre place, j'avais de longues dissertations ou discussions, de longs enseignements sur la caractérisation du modèle européen. Je dois vous faire une confession, messieurs les professeurs, mesdames les professeurs, quelques années après, je n'ai jamais très bien compris. Je ne sais pas si on professe encore les concepts qui, à l'époque, étaient tendance sur la fédération d'États-nations, l'objet politique non identifié, la confédération européenne ou d'autres caractérisations plus ou moins complexes. J'ai assez vite compris que je ne trouverais pas le modèle auquel je croyais vraiment, donc je me suis échappé après quelques années sur ces bancs sans revenir vraiment à ces concepts. Mais nous n'avons toujours pas complètement trouvé la façon de caractériser notre Europe. Et il faut le comprendre pour essayer de la faire avancer dans la crise qu'on connaît. Alors j'essaye de le faire de manière peut-être plus impressionniste avec quelques éléments d'identité. Sans être trop long et me risquer à cet exposé historique, le projet européen est un projet qui a été toujours tourné depuis 1950 et les premières initiatives politiques vers l'intérieur. Qu'est-ce que j'entends par là ? C'était, je le disais à l'instant, un projet de réconciliation et de paix. Je ne crois pas que le projet politique européen ait créé la paix. La paix vient de la défaite allemande, du soutien allié et de 1945. Mais il fallait l'enraciner et la consolider. C'était, je ne serai pas trop détaillé sur ce point, vous le connaissez, l'idée simple de ce qu'on appelle les pères fondateurs, de Robert Schuman et Jean Monnet en particulier, en 1950, par des liens économiques, par du droit, recréer, tisser, recoudre ces liens européens pour les rendre les plus solides possibles. Ça, j'allais dire objectivement, je ne suis pas objectif, mais j'en suis convaincu en tout cas, formidablement bien marché. Mais nous avons choisi la coopération, ce qui n'était pas évident, ce qui n'avait pas été la solution retenue après la Première Guerre mondiale. Et nous avons laissé de côté, pas par oubli, mais par choix, ou par contrainte, la puissance. L'Europe était fondée sur des rapports de puissance brutaux depuis au moins 150 à 200 ans,
qui ont fait que l'Europe a dominé le monde par la puissance et parfois par la brutalité, confère l'aventure coloniale, et par une puissance que les pays européens avaient tellement maîtrisée sur le plan industriel, technologique, économique, politique, qu'ils l'ont en quelque sorte retourné contre eux-mêmes. Ce furent les 2 conflits mondiaux. Après la guerre, on a, à juste titre, changé de chemin et considéré que la priorité était la coopération par la réconciliation interne, et que la puissance était soit un objet du passé, soit une arme trop dangereuse pour des Européens qui ne savaient pas s'en servir, soit pour les morceaux qui en restaient, un sujet qu'il fallait déléguer ou laisser, soit aux États, et donc elle ne faisait pas partie du projet européen lui-même, soit aux États-Unis, par une sorte de parapluie plus ou moins bienveillant dans le cadre de nos liens avec Washington et de l'OTAN. La puissance militaire en particulier était évidemment étrangère au projet politique européen. Mais encore une fois, ne blâmons pas l'Europe de ne pas avoir joué avec la puissance. Le projet même que nous avons bâti à partir de 1950 était fait pour exclure la puissance, pour nous vacciner contre la puissance, pour nous désintoxiquer de la puissance. C'était pensé ainsi. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les Français étaient parfois réticents, puisque nous avons vendu dans le discours politique souvent une Europe politique et puissance, alors même qu'il y avait cette ambiguïté fondatrice. Aujourd'hui, ce que nous essayons de faire, c'est de retrouver la puissance. Et quand on regarde au-delà de la guerre du moment, tous les sujets qui préoccupent les Européens, ce sont tous des sujets qui sont tournés vers l'extérieur. La question migratoire, le changement climatique, même la révolution numérique, avec des entreprises internationales à réguler, et puis aujourd'hui, la réalité militaire de la guerre. Tous des sujets extérieurs et tous des sujets de rapport de l'Europe au monde et tous des sujets de puissance. Et la question qui nous est posée est, est-ce qu'on est capable enfin, probablement pour la première fois depuis au moins 2 siècles, d'articuler coopération et puissance? On a eu la puissance sans la coopération, on voit où ça nous a mené, puis nous avons eu la coopération sans la puissance, et aujourd'hui c'est évidemment insuffisant. Et la crise ukrainienne, la guerre en Ukraine, nous oblige à nous demander si nous, Européens, sommes capables d'avoir, sans casser cette coopération qui nous affaiblirait, une puissance militaire propre, une capacité d'intervention spécifique, une indépendance ou une autonomie à l'égard de la Russie ou d'autres puissances agressives qui nous rendent moins dépendants et donc plus souverains. Et vous voyez que tous ces termes qui prennent une certaine abstraction de souveraineté européenne, d'autonomie stratégique, je crois, se résument à cela. Sommes-nous capables d'articuler la coopération et la puissance en Europe? Pour filer cette métaphore ou cette discussion sur la souveraineté, je dirais que l'autre leçon que nous enseigne cette guerre, c'est que la souveraineté européenne que j'évoquais, que nous avons, vous le savez sans doute, comme citoyens informés, engagés parfois, professés depuis quelques années dans la bouche du président de la République en particulier, prend là aussi un sens, je crois, plus tangible. Et si je caricature un peu, mais je crois que ça n'est pas tout à fait faux, face à cette guerre, à toutes ses conséquences, notamment d'afflux de réfugiés, les pays de l'Est redécouvrent l'Europe et nous redécouvrons la souveraineté. Ensemble, espérons retrouver la souveraineté européenne. Pourquoi je dis que les pays de l'Est retrouvent le sens de l'Europe? Parce qu'on voit bien dans des pays ou dans des partis politiques ou dans des discours, parfois nationalistes, que face aux différentes dimensions de cette guerre, ses conséquences économiques, la transition énergétique qu'il faut accélérer, l'accueil des réfugiés qu'il faut partager, la solution ne sera évidemment qu'européenne. Quelques semaines plus tôt, la Pologne, qui avait longtemps été réticente à toute politique européenne en matière d'immigration ou d'asile, a vécu, évidemment avec une ampleur beaucoup moindre, une forme d'attaque, car c'était une forme de menace hybride, organisée par le régime biélorusse, qui instrumentalisait tragiquement, cyniquement, des flux migratoires vers la Pologne et quelques autres pays européens. Nous avons réagi pour endiguer cette pression de manière européenne, en suspendant des vols, en travaillant avec des pays du Proche-Orient pour limiter cette instrumentalisation. Le Premier ministre polonais lui-même a dit « Sans l'action de l'Union européenne et des partenaires européens, je n'y serais pas arrivé ». Nous voyons à quel point aujourd'hui, la Pologne, pour reprendre cet exemple, j'y étais il y a quelques jours, fait montre, je dois le reconnaître à l'évidence, d'une solidarité, d'une organisation exemplaire face à l'arrivée de presque 2 millions de personnes sur le seul territoire polonais venant d'Ukraine, fuyant la guerre depuis moins de 3 semaines. Et à quel point aussi elle aura besoin, et nous devons le faire, quels que soient nos différends récents ou du passé, une solidarité dans cet accueil.
si nous avons des problèmes d'approvisionnement agroalimentaire en Europe et sans doute dans notre voisinage proche, au Maghreb en particulier, parce que les exportations d'Ukraine et de Russie en matière de céréales, de blé notamment, sont interrompues. Nous ne le ferons qu'ensemble, là aussi. Nous redécouvrons donc cette nécessité européenne. Et les pays de l'ouest de l'Europe, qui sans doute avaient été à l'abri de cette histoire la plus tragique depuis plus longtemps, qui n'ont pas le souvenir de Budapest en 1956, de Prague en 1968, à peine peut-être pour votre génération, parce que c'est finalement une histoire déjà un petit peu lointaine, le souvenir de 1989 ou de 1991, de ces manifestations, de la chute du mur. Nous ne l'avons pas éprouvé à l'ouest de l'Europe, peu d'entre nous en tout cas, parfois par liens amicaux ou familiaux. Nous l'avons peu éprouvé, la brûlure de l'histoire, il y a 3 ou 4 décennies. Et reconnaissons aussi qu'en République tchèque, en Pologne, en Roumanie, en Hongrie, quand on a aujourd'hui 35 ou 40 ans, on sait encore ce que sont des chars russes dans les rues. On sait encore ce qu'est la conquête de la liberté. On ne le savait plus vraiment aujourd'hui. Et ce qui nous frappe aussi, je crois, dans les images qui nous viennent d'Ukraine, c'est ce combat douloureux, mortel, vital en même temps, pour notre liberté. Nous redécouvrons que la souveraineté, ce ne sont pas seulement des notions politiques ou philosophiques, c'est la capacité à défendre son territoire, ses valeurs et ses intérêts. Et c'est une leçon que nous retenons aussi des Ukrainiens. Et quand nous disons que nous devons être indépendants sur les plans militaires, technologiques, énergétiques, alimentaires, je crois que ce ne sont plus des débats de sommets européens longs et parfois ennuyeux, ce sont des conditions d'existence de notre Europe dans les 20 ou 30 prochaines années. Et puis je voudrais partager avec vous, pour conclure ce propos et ouvrir notre échange, une conviction qui est encore un point d'interrogation. Ce que nous montre la guerre que nous vivons, c'est finalement une question assez classique, reformulée parce qu'elle n'est jamais tout à fait la même, sur le sens de nos démocraties. C'est un débat presque éternel, aussi vieux que la démocratie, en tout cas aussi vieux que nos démocraties libérales du XIXe siècle ou du XXe siècle. Est-ce que les démocraties sont assez fortes pour faire face à des événements aussi brutaux ? Et on voit bien que cette question-là non plus n'est pas abstraite, elle traverse d'ailleurs notre débat politique. On voit bien la fascination qu'exercent sur certains des autocrates, des démocrates douteux ou de francs dictateurs, où on a toujours l'impression qu'ils sont plus forts que nous parce qu'eux sont capables de payer un prix, ou de faire payer un prix à leur peuple, de privation, de sanctions économiques, de libertés politiques reniées ou franchement supprimées, et que dans nos démocraties, parce que nous sommes attachés à ces libertés, que nous sommes attachés à cette prospérité, que nous sommes attachés à un certain confort, au sens matériel ou politique, à juste titre, nous ne sommes pas prêts à payer un prix. Et il est vrai que c'est souvent le calcul que font des régimes autoritaires ou des régimes guerriers, comme le fait la Russie aujourd'hui. Je pense que dans les calculs de Vladimir Poutine en particulier, il y avait l'idée que les Occidentaux, les Européens en particulier, ne réagiraient pas, ou moins fort, ou plus tard. Et nos démocraties sont toujours confrontées à cette question. Est-ce que ça vaut la peine ? Est-ce que ça vaut la peine de mourir pour Kiev ? Est-ce que ça vaut la peine de faire un effort pour Kiev ? Est-ce que ça vaut la peine pour nous-mêmes de changer nos habitudes, de consommer moins d'énergie, d'accepter de diversifier plus vite que prévu nos approvisionnements, de changer vers des énergies différentes, souveraines, renouvelables, de produire plus de matières agricoles qui paraissaient un peu ringardes sur notre territoire, de nous réarmer dans une certaine mesure. Toutes ces questions nous sont posées et c'est ce que j'appelle, si vous me permettez cette expression un peu rapide, le test de la corde. Puisque je crois que je l'ai appris sur ces bancs d'ailleurs, une citation de Lénine j'espère qu'elle n'est pas apocryphe parce que souvent les citations sont répétées et tronquées, mais je crois qu'elle est juste, qui disait au début des années 20, peu après la Révolution, à propos des Européens et des capitalistes, ils nous vendront les cordes avec lesquelles nous les pendrons. Et cette expression me frappe beaucoup parce que je pense qu'elle est très juste. Je pense que c'est le raisonnement de beaucoup de régimes autoritaires. Nous sommes tellement obsédés par une forme de confort bourgeois ou de confort capitaliste, selon l'expression que vous préférez, d'habitude de vie, que nous sommes prêts à aller très loin pour les préserver et parfois à rompre avec ce qu'on appelle de manière un peu galvaudée des valeurs, mais qui sont au fond notre existence même. Et mon sentiment profond, nous le verrons face à l'histoire, c'est que les démocraties, quand elles prennent un coup millimétré, quand le test n'est pas encore trop violent, réagissent faiblement.
Et d'ailleurs, traditionnellement, quand il y a un petit incident démocratique ou antidémocratique quelque part, on réagit en mettant des sanctions légères. On sanctionne quelques individus, on gèle leurs avoirs. Mais quand la démocratie se sent, parce que le seuil est franchi, mise en cause, mise en danger, la résistance collective est très forte. Je ne compare pas avec d'autres périodes de l'histoire, ce serait sans doute indécent et l'histoire ne se répète jamais exactement les mêmes termes, mais quand nous sommes très menacés, nous réagissons très fortement. Et nous passons à ce moment-là le test de la corde. Nous arrêtons de vendre les cordes avec lesquelles certains veulent nous pendre. Et nous sommes dans ce moment où la question se pose. Sommes-nous suffisamment en danger? Nous sentons suffisamment menacés pour essayer de répondre. Et ma conviction profonde, c'est que ce qui fait la force d'une démocratie quand le test devient très lourd, c'est que nous y sommes attachés. L'attachement au régime politique, à ce que produit une démocratie dite libérale, est si fort, au fond, que nous sommes prêts à la défendre. Je ne parle pas aujourd'hui de combat militaire, je ne parle pas aujourd'hui de guerre directe, mais je parle de résistance sur le plan de ces souverainetés que j'ai décrites. Et l'Europe, aujourd'hui, est, je crois, une partie de cette réponse, car l'Europe est d'autant plus stressée par ce type de questions qu'elle est une démocratie de démocratie, avec des procédures dans les procédures, avec des échelons de décision si compliqués, ce qu'on vous a décrit en parlant de confédération d'États-nations ou autre chose. Mais aujourd'hui, cette Europe qui a parfois un sentiment d'appartenance faible, qui a une histoire récente, qui a cette double peine, si je puis dire, de l'esprit démocratique, c'est-à-dire sommes-nous prêts à défendre Bruxelles et notre Europe collectivement? Eh bien, c'est ça qui nous est posé dans cette crise. Et moi, je crois que nous y répondrons avec nos valeurs et notre modèle, avec notre droit d'abord, plutôt qu'avec une force brute et indiscriminée, mais avec la capacité à défendre ce modèle, à accélérer notre passage à une souveraineté renforcée et à défendre au fond ce à quoi nous tenons. Mais je le dis avec un peu de gravité parce que je crois que c'est la question qui est aussi posée à votre génération, en réfléchissant, c'est déjà une forme d'action, en vous engageant de la manière que vous voulez, mais notre démocratie européenne ne sera plus à l'abri d'un confort bourgeois et douillet dans les années qui viennent. Ça, c'est la seule certitude que j'ai aujourd'hui. Ça n'a sans doute jamais été le cas, mais l'avantage ou l'illusion de ma génération, c'est que nous pouvions le croire, parce que notre premier événement politique, c'était la chute du mur de Berlin. Le 11 septembre, pour les un peu plus vieux, avant la guerre en Yougoslavie, les crises que j'ai décrites nous ont un peu réveillés, mais aujourd'hui, ce réveil s'accélère. Moi, je suis, même si c'est difficile de le dire en ce moment, optimiste, parce que je pense que nous avons la capacité, la volonté et l'attachement au modèle suffisamment grand pour résister et démontrer qu'une fois encore, c'est ce modèle démocratique aujourd'hui européen ou européanisé qui sera le plus fort. Mais nous aurons besoin pour ça de vos idées et de votre action. Merci beaucoup. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire d'État. Je vais vous inviter à vous poser des questions à venir dans les deux travées en vous mettant en file indienne pour qu'on gagne un peu de temps. Il y a des places devant pour ceux qui sont assis au fond. On a encore des places devant. You can ask your question in English if you want, and we'll see in which language Clément Beaune wants to answer. Avant de vous donner la parole, un mot pour notre collègue emprisonnée en Iran depuis 1015 jours, Farida Adelka. Hier, deux citoyens binationaux, britanniques et iraniens, ont été libérés. On sent bien que ça fait partie de négociations importantes qui se jouent en ce moment entre l'Iran et l'Europe. Donc on espère, Monsieur le Secrétaire d'État, que le gouvernement fait le maximum. On sait que vous êtes très actif sur ce dossier-là, pour qu'enfin Fariba, qui est prisonnière depuis 1015 jours, nous revienne. Voilà. Madame, première question. Alors dans un premier temps, je voudrais vous remercier pour cette conférence. J'ai 3 questions pour vous. Je ne sais pas si je les lis une à une ou si je... Posez-en une et on verra. D'accord. Alors, en voici une. Comme vous l'avez rappelé, en 2015, plus d'1 million de migrants fuyant les affres de la guerre et de la misère ont atteint l'Europe et se sont heurtés à des murs, à des jungles, tandis que cette année, plus de 2 millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Au regard de cette crise migratoire, l'Union européenne déploie bien sûr des trésors de solidarité. Même les pays du groupe Visegrad que vous avez évoqué
Peut-on affirmer que concernant la gestion de la crise migratoire, l'UE a pris son chemin de Damas, ou bien que la solidarité ne s'active qu'envers des personnes qui nous ressemblent? Merci. On va s'arrêter là, puis on verra après si on a le temps. Vous posez une question qui est très justifiée parce que cette question morale, en quelque sorte, se pose objectivement. Je fais partie de ceux, je l'ai dit publiquement, qui pensent qu'en 2015, vous me direz que c'est facile à dire maintenant, mais j'essaie de le dire déjà à l'époque, l'Europe n'a pas été collectivement à la hauteur. Il ne serait pas vrai de dire d'ailleurs que tous les pays ont refusé la solidarité, parce que je dois le reconnaître en priorité, l'Allemagne a fait preuve d'une grande solidarité. Et quand peu de pays étaient concernés, parce que les flux migratoires venaient plutôt du Proche-Orient et par l'Est, la France était objectivement moins concernée, ou quand d'autres pays étaient concernés mais ne voulaient pas accueillir, un tant soit peu, ou partager l'effort d'accueil, l'Allemagne l'a fait. Et quand je dis l'Allemagne, ça n'est jamais seulement un gouvernement, même si je crois que Mme Merkel a joué un rôle personnel majeur. C'est une société qui accueille. Je l'ai vu en Pologne l'autre jour, je vais y venir dans un instant. Ce sont des associations qui se mobilisent, des citoyens qui hébergent chez eux, des gens qui sont bénévoles pour donner des cours de langue, pour fournir de la nourriture, des tentes, des couvertures, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que des pays qui étaient du côté de ceux qui ne voulaient pas entendre parler d'une solidarité le font. C'est sans doute trop tôt pour en décortiquer les raisons. Je pense qu'elles sont plus complexes, ce n'est pas une facilité de ma part, que la simple ressemblance ou une forme préalablement d'intolérance, de xénophobie ou autre, même si je n'exclus pas ces phénomènes, évidemment. Mais il y a un choc qui est sans doute plus grand, parce que c'est encore plus proche, parce que l'afflux est encore plus massif. Et j'allais dire, entre guillemets, tant mieux si d'une certaine façon cette crise a secoué l'Europe et a secoué une partie des pays qui n'étaient pas solidaires à l'époque. Moi, je ne referai pas le match, je ne referai pas la leçon. Ce que j'ai vu en Pologne, ce que l'on voit en Roumanie ou en Slovaquie, c'est aujourd'hui, et dans une guerre, l'urgence compte, un élan de solidarité qui est objectivement exceptionnel. Et essayons de bâtir sur cette solidarité. Quand le cœur s'ouvre, il peut s'ouvrir plus largement. Parce que d'abord, la première chose à faire, plutôt que de leur dire il y a 5 ans, vous n'étiez pas là, c'est nous-mêmes d'être à la hauteur. On voit qu'il y a une émotion très forte en Allemagne, en France, dans d'autres pays, plus à l'ouest, qu'il y a déjà un accueil qui s'organise. On ne pourra pas laisser tomber la Pologne. On ne pourra pas laisser tomber la Slovaquie, qui d'ailleurs, rapporté au nombre d'habitants, est encore plus concernée par l'arrivée migratoire et l'arrivée de réfugiés. Si ça peut être l'occasion de dire, c'est pour ça que je citais l'exemple de la Biélorussie un peu avant et aujourd'hui de cet afflux beaucoup plus massif, de se dire qu'il faut des solutions politiques, parce que je ne crois pas seulement à la générosité personnelle ou à une charité philosophique ou religieuse. Des politiques publiques européennes d'asile, de migration, les mots ne sont pas très jolis, mais de mécanismes de répartition, de règles communes. On voit aujourd'hui qu'on a activé une règle européenne qu'on avait mise dans un grenier pendant 20 ans, qui s'appelle la protection temporaire, et qui est une forme, pour simplifier, d'asile qui est octroyée partout dans l'Union européenne au même moment, en l'occurrence aux personnes qui fuient la guerre depuis l'Ukraine. On l'a fait. On n'a pas été à la hauteur collectivement en 2015-2016. Il faudra encore en exhumer les raisons et en refaire l'analyse. Mais aujourd'hui, nous le sommes plutôt aujourd'hui. Ça n'est pas fini. Il y a 3 millions de personnes qui ont fui l'Ukraine. Je le disais, presque 2 millions aujourd'hui dans la seule Pologne. Et malheureusement, je crains que les choses vont se dégrader et que plus de personnes fuiront encore leur pays. C'est l'occasion, au-delà de l'urgence immédiate, dans les quelques semaines et mois qui viennent, d'avoir enfin une politique d'asile et d'immigration européenne commune. Et je finis sur un dernier point, au moment où l'asile était parfois remis en cause dans certains pays européens. Je pense au Danemark, par exemple, je l'avais déploré aussi publiquement, je m'étais fait encore quelques amis, en disant que leur réforme du droit d'asile remettait en question le principe même de l'asile, c'est-à-dire la protection des combattants de la liberté, pour reprendre l'expression de l'après-guerre. Chacun en voit le sens aujourd'hui. Et c'est vrai que beaucoup avaient oublié que ceux qui fuyaient la Syrie à l'époque étaient aussi, pour beaucoup, des combattants de la liberté. Donc, si on retrouve le sens de cet asile, cette crise n'aura pas été complètement vaine. Merci. Monsieur, une question. Bonjour Monsieur le Ministre. Merci encore pour votre intervention cet après-midi.
J'aurais une question sur la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'UE et plus largement de l'élargissement de l'Union européenne. Ne pensez-vous pas que c'est le moment plutôt d'approfondir durant cette crise les acquis de l'Union européenne au sein des 27, que cette acceptation de la candidature d'adhésion est plutôt un signe de soutien vague qui ne verra sans doute pas le jour, car il faudra que l'Ukraine remplisse tous les acquis communautaires, ce qui va mettre des années, voire des dizaines d'années. Pourquoi leur faire refléter l'espoir de rejoindre l'Union européenne dans l'avenir proche avec une soi-disant procédure accélérée alors qu'elle n'est même pas dans les traités? Merci beaucoup. Oui, allez-y. Alors, je pourrais... Allez-y. Quelle marche le mieux? Allez-y. Est-ce que vous m'entendez bien comme ça? Ouais. On va essayer, avec tous ces micros. Je pourrais vous faire, pour le coup, un long cours, si je puis dire, de mes questionnements personnels, en tout cas, sur l'élargissement en général. Parce que je crois qu'on n'a jamais très bien traité cette question, ni en France ni ailleurs sur le plan politique, soit qu'on les considérait uniquement d'un point de vue émotionnel, moral. Or, un projet politique, ça n'est pas que cela. Soit qu'on les traitait d'un pur point de vue juridique et technocratique. Et on n'a jamais finalement trouvé la logique, le chemin politique de pensée de l'élargissement. Je ne reviens pas sur les épisodes, si je puis dire, précédents. Après, justement, la chute du bloc de l'Est et de l'Union soviétique, il y avait un certain nombre de pays qui disaient c'est notre intérêt ou c'est notre devoir. D'autres, dont la France, il faut bien le reconnaître, toute sensibilité politique confondue d'ailleurs dans le passé, qui étaient plus réticents. Quelle place cela donnera-t-il à l'Allemagne? Quelle évolution géopolitique d'une Europe qui se déporte davantage vers l'Est? Est-ce que ça n'est pas trop rapide si on veut construire un projet politique fort et intégré, etc. Ces questions sont d'ailleurs parfaitement légitimes, on ne les a jamais très bien traitées. Parce que du coup, la France a toujours l'impression d'être hostile à ces pays, ce qui n'est pas très utile, parce qu'une fois qu'ils sont dedans, ils s'en souviennent. Ou parfois, on a été aussi inconséquent. Parce que, bien sûr, qu'un élargissement de 12 à 15 à 25, 27, 28, redevenu 27, ce qui est le mouvement en sens inverse, n'est pas anodin. Moi, je n'ai pas connu, en tant que ministre ou qu'acteur politique, une Europe à 15 même. Mais tous ceux qui l'ont connu, c'était il n'y a pas si longtemps, disent que ça n'avait pas grand-chose à voir dans la prise de décision, dans le rythme de décision, etc. C'est le fameux, vous l'avez peut-être aussi dans vos cours sur les affaires européennes, débat élargissement, approfondissement. On est confronté un peu dans l'urgence, dans l'émotion et dans la crise que l'on connaît, à une question qui ne se posait pas vraiment il y a encore quelques jours, l'adhésion de l'Ukraine. Moi, je vous donne ma position qui a été aussi exprimée par le président de la République la semaine dernière. D'abord, les symboles, ça compte quand même. De même qu'il était impensable, au fond, de dire à la Pologne ou à la Tchécoslovaquie à l'époque, après 89 ou 91, vous ne rentrerez pas dans le projet politique européen. Quoi qu'on pense des difficultés à élargir un club, ça n'était pas entendable. Aujourd'hui, je pense qu'il ne serait pas entendable pour les Ukrainiens, au-delà de leur président, je crois pour le peuple ukrainien qui se bat, qu'il n'y a pas de perspective d'adhésion à l'Union européenne. Je crois qu'on ne peut pas dire ça. Bon, je ne parle pas que d'émotion, mais on ne peut pas dire ça, même sur un plan politique. Parce qu'il y a un arrimage qui est en train de faire l'Ukraine, c'est un peu froid pour décrire ce qui se passe, à l'Europe et à son projet politique. Et il ne serait pas raisonnable non plus de rentrer dans une discussion qui ne serait focalisée que là-dessus et qui nous exonérerait en quelque sorte d'une autre forme de solidarité. Ce qu'on doit à l'Ukraine aujourd'hui, c'est d'abord la solidarité militaire et humanitaire. Moi, ce qui m'angoisse chaque jour, c'est est-ce qu'on fait assez sans embraser la région pour l'Ukraine. Et je sais, même si ce débat n'est pas inutile, que ce n'est pas la perspective, fût-elle accélérée, d'adhésion à l'Union européenne qui va sauver des vies à Kharkiv ou à Mariupol aujourd'hui. Mais ça compte. J'ai rencontré des réfugiés ukrainiens qui n'avaient pas ce premier sujet en tête, qui en parlaient quand même. Et donc, concrètement, même si ça prendra du temps à bâtir, je crois qu'il faut être honnête, responsable, de sang-froid, même face à l'émotion. Ma conviction profonde, c'est oui, il y aura un élargissement supplémentaire de l'Union européenne. Il y avait déjà la question des Balkans occidentaux. Il viendra sans doute, je ne sais pas quand, pas demain, et sans doute pas après-demain, dans quelques mois ou dans quelques années, mais il viendra à l'Ukraine. Mais soyons à ce moment-là cohérents et conséquents. S'il vient à l'Ukraine, il viendra aussi, sans doute, à la Moldavie, à la Géorgie, parce que ça voudrait dire que vous faites de l'Union européenne, et pourquoi pas, un facteur de stabilisation géopolitique pour les Balkans, et pour des pays qui sont aujourd'hui un peu plus loin, en guerre pour l'Ukraine. Ça ne peut pas se faire avec un pays qui est occupé et qui est en train de combattre.
Ça ne peut pas se faire tout de suite, ça ne peut pas se faire sans penser cet environnement régional. Et surtout, ça ne peut pas se faire sans réformer profondément l'Union européenne. On l'a déjà dit, on ne l'a pas assez fait. Mais imaginez sérieusement, y compris pour l'Ukraine, qu'on croit à tout ce que j'ai essayé de développer, une souveraineté en matière énergétique, une capacité de décision plus rapide, urgente face aux crises, une souveraineté, une capacité d'intervention et de défense militaire, des règles de régulation des grandes plateformes numériques, etc., etc. Ce qui est difficile déjà à faire avancer à 27. Il n'y a aucune chance que ce soit plus facile spontanément en rajoutant 80 millions d'habitants dans l'Union européenne et 6 ou 7 ou 8 ou 10 États membres. C'est clair. Donc moi j'assume complètement qu'on ne peut pas dire, on ne peut pas jouer avec les symboles de manière un peu trop facile et dire bien sûr vous allez rentrer dans l'Union européenne le plus vite possible, on se reparle bientôt et il n'y aura rien à faire, notre Union européenne fonctionnera très bien. C'est pas vrai. Ça ne serait pas honnête de dire ça au président Zelensky et à l'Ukraine aujourd'hui. Mais je crois, et moi ça m'a beaucoup frappé en me déplaçant dans les pays baltes, qu'on ne doit pas minimiser non plus la force du symbole. Donc oui, je pense profondément qu'il y aura cette adhésion. Je pense qu'elle prendra des années, probablement plus de 15 ou 20 ans. Ça, c'est mon sentiment personnel, qu'il faudra réformer en profondeur l'Union européenne et qu'un débat qui, pour le coup, a été souvent tenté, rarement réussi, mais qu'on a peut-être l'occasion de réussir, c'est celui de la différenciation de différents... Alors, j'aime pas trop les cercles ou les avant-gardes parce que personne n'a envie d'être dans le deuxième cercle, hein, ça n'existe pas dans la vie, mais d'avoir des formats différenciés au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, en vérité, c'est le cas depuis l'origine. L'euro n'a pas commencé avec tous les États membres des communautés européennes ou de l'Union européenne à l'époque. Schengen n'a pas commencé avec tous les États membres à l'époque de la communauté économique européenne. La politique de défense même qu'on a lancée aujourd'hui, elle a des briques différentes. Une des briques, c'est de construire des équipements militaires. Comment on le fait à 3 pays, la France, l'Allemagne et l'Espagne. Donc, mais il faudra sans doute, en organisant ça institutionnellement, qu'il y ait des cercles de différenciation en Europe. À cette condition, je crois que vous pouvez bâtir dans le long terme une Union européenne large qui partage avant tout des valeurs politiques. Ce n'est pas le Conseil de l'Europe qui existe par ailleurs, c'est plus intégré que cela, avec un marché intérieur aussi. Mais c'est ce débat qui va se rouvrir. Mais ce débat, vous voyez bien qu'on ne peut pas le trancher sous les bombes et dans l'urgence. On doit le penser. Très bien, merci beaucoup. Monsieur. Vous m'entendez bien? Oui, là vous m'entendez bien. Ça fait déjà quelques années et au moins 3 mandats présidentiels que l'Europe a refusé de se lancer, on va dire, pour le dire ainsi, dans une nouvelle histoire géopolitique entre la Chine et les États-Unis. Et au vu de ce dont vous nous avez parlé, à savoir cette géopolitique de la puissance qui se ramène à nous, est-ce que, en tant que secrétaire d'État d'un pays qui préside le Conseil de l'Union européenne, vous croyez à l'émergence d'une nouvelle attitude de l'Union européenne vis-à-vis de ce conflit, enfin de cette histoire plutôt, et surtout vis-à-vis de la Chine? Oui, j'y crois profondément. D'abord, il faut y croire, sinon vous désespérez un peu. J'y crois profondément et je crois que même si les choses ne se font pas d'un coup, on a eu ces coups d'accélérateur très forts ces dernières années, alors souvent liés aux crises, mais ainsi va l'Europe. Mais on a montré que même par rapport à des crises précédentes qui étaient peut-être moins violentes, mais enfin tout aussi marquantes, celle de la Grèce ou de la crise financière, on était capable de ne pas réagir trop peu et trop tard. C'est déjà une nouveauté. Quand face au Covid, en fait en 3 mois, on construit le plan de relance et la dette commune, ça montre bien que les Européens avaient, avant que la crise ne survienne, déjà compris quelque chose de nouveau. Moi, je suis très frappé quand vous discutez avec des ministres ou des chefs d'État et de gouvernement de pays européens. Je reprends des clichés ou des catégories traditionnelles du nord de l'Europe ou de l'est de l'Europe qui, traditionnellement, sur l'Europe de la défense ou sur une forme de protection commerciale, étaient assez réticents. Je ne vais pas faire cocorico parce que ce n'est pas seulement les idées françaises qui ont progressé, ça marche beaucoup dans les deux sens, mais les mentalités collectives ont beaucoup changé. Même en France. Pas faire de politique partisane, mais l'idée qu'on a besoin de l'Europe, pas de manière abstraite, après il faut discuter des détails et concrets, mais pour se protéger dans une crise sanitaire, ça m'a beaucoup frappé. Ceux qui étaient les plus anti-européens reprochaient à l'Union européenne de ne rien faire pendant la crise sanitaire. Elle ne faisait rien parce que parfois elle est trop lente, c'est vrai, mais aussi parce qu'elle n'avait pas de compétences et qu'on n'a jamais pensé l'Europe pour faire ça. Donc je pense que cette révolution géopolitique ou cette révolution démocratique de la puissance en Europe se fait. Est-ce qu'elle va assez vite? C'était une des questions que je posais, que je me pose. Non. Bon. Mais regardez quand même ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines de guerre, en termes de sanctions, en termes de mesures. Là aussi, ça vous
fera peut-être réfléchir, ça me fait réfléchir en tout cas moi en tant que citoyen, des choses que on ne pensait pas, tout à coup sont possibles. Vous avez été surpris? Oui. Bah, après, on peut discuter bonne ou mauvaise mesure. Moi, je suis convaincu qu'elle est bonne. Mais par exemple, interdire des médias qui sont des outils de guerre d'information, Russia Today ou Sputnik, pour ne pas les nommer, bon, bah, en 24 heures, un dimanche, on le fait. Et on le fait pas n'importe comment, avec nos règles juridiques. Fermer un espace aérien, c'est pas le résumé des mesures qu'on prend, mais enfin, c'est quand même puissant. On le fait en quelques heures. Dire on va financer le 26 février, je crois, 500 millions d'armes de défense à destination de l'Ukraine, et commencer le lendemain à le faire, on le fait. Bon, donc là aussi, il y a l'émotion, il y a l'accélération, il y a la guerre qui est particulièrement marquante, mais c'est pour ça que je prends l'exemple du Covid, qui moins dramatiquement nous a fait accélérer aussi. Et donc je pense que ce que j'essaie de décrire, en le simplifiant sans doute, mais dire on est passé de la coopération sans la puissance à la combinaison pour la première fois de la coopération et de la puissance, on est en train de le faire. Et sous présidence française, il faut être réaliste et modeste. En 6 mois de présidence, vous ne dirigez pas tout, vous ne décidez pas tout verticalement, heureusement. Mais on a construit, je crois, un certain nombre d'idées, d'alliances avant cette présidence, et on accélère. Je prends un exemple beaucoup plus moins dramatique que tout ce que j'ai cité. Cette semaine, on a acté une taxe carbone aux frontières de l'Europe. Il y a encore du boulot et des négociations. Mais enfin, le principe, c'était une forme de fantaisie complète de quelques Français ou de quelques Européens ou de quelques ONG il y a encore 3 ans. Et justement, face à la compréhension que vous ne faites pas une transition écologique en n'imposant pas des règles au reste du monde, et que peut-être l'échelle européenne est un bon moyen pour imposer des règles au reste du monde, on le fait. Et donc ça, c'est typiquement un raisonnement géopolitique qu'on n'avait pas intégré avant. Et je crois que quand vous prenez domaine après domaine, l'énergie, l'agriculture, l'effort militaire, la régulation numérique, la politique commerciale, on le fait de plus en plus, et c'est de plus en plus consensuel. Merci. Bonsoir. Ma question porterait sur l'Europe de la défense. Est-ce que vous pensez qu'il est souhaitable qu'à terme, l'Union européenne apprenne à se passer des États-Unis pour assurer sa propre défense et assurer son autonomie stratégique? Ou est-ce que vous pensez qu'il serait toujours préférable que l'Union européenne coopère en matière militaire avec les États-Unis? Merci. Alors ça dépend de quand on définit à terme. Oui, en tout cas, je crois que si à terme, c'est dans les 5 prochaines années ou même dans la décennie qui vient, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il soit possible, dans le consensus européen, ou souhaitable, de se passer d'une coopération, d'une protection américaine ou d'un travail au sein de l'OTAN. Je ne crois pas qu'on y ait intérêt. Je crois qu'on a intérêt, en revanche, à renforcer les capacités d'intervention européennes dans des domaines où il n'y a rien, ou peu, notamment dans les domaines nouveaux. Prends un exemple. Vous allez, j'ai fait le test récemment, en Estonie, pays baltes, atlantistes, membre de l'OTAN, on peut le dire comme ça, sensible à la menace russe, avant même la guerre, on peut comprendre pourquoi, très attaché à la coopération avec les États-Unis, évidemment. Vous dites bonjour, je suis français, j'ai une super idée, on va faire la défense européenne. Vous avez dans un amphi de cette nature un enthousiasme modéré. Parce qu'on vous voit venir, parce qu'il y a un passif, parce qu'on dit les Français ils veulent nous imposer, ils veulent soit nous vendre des armes, soit ils veulent sortir de l'OTAN, soit bon, tout ça n'est pas raisonnable, etc. Et l'Union européenne, c'est sympathique, mais dans ces pays-là, quand vous allez sur un bâtiment public, vous avez souvent le drapeau du pays, le drapeau de l'Union européenne, ça c'est le projet politique, et le drapeau de l'OTAN, ça c'est le projet sécuritaire. Si vous dites, bon d'accord, mais est-ce que vous pensez que les États-Unis peuvent et doivent, même presque moralement ou politiquement, nous protéger sur tous les types de menaces et qu'ils le feront? Est-ce que sur la cyberguerre que la Russie organise beaucoup à l'égard de beaucoup de démocraties européennes, on va demander à l'OTAN de tout faire, ou aux États-Unis de tout faire? Aucun Balte ne pense ça. Est-ce que, par exemple, quand on est intervenu, il y a eu des développements depuis, au Sahel, depuis presque une décennie, au Mali et plus dans la région, on a réussi à mobiliser des pays européens progressivement? Oui, le premier d'ailleurs, c'est pour ça que je prends cet exemple, c'était l'Estonie. On ne s'est pas situé dans un cadre de l'OTAN. Ce n'est pas aux États-Unis de prendre leurs responsabilités dans cette région. C'est à nous, Européens, parce que c'est un sujet principalement de sécurité européenne, de menaces terroristes sur l'Europe. Là-dessus, il est clair que quand vous le dites calmement et sans grand concept d'autonomie stratégique ou de défense européenne à un pays de l'Union européenne, quel qu'il soit, je crois qu'il partage cette préoccupation de sécurité, avec l'idée que là, l'Union européenne doit faire plus. Donc certaines zones d'intervention,
certains moyens d'intervention, notamment on a ce débat en ce moment sur une sorte de force d'intervention rapide européenne à l'étranger, certains types de menaces, je pense notamment au cyber. Là-dessus, je crois qu'il y a un consensus européen de plus en plus fort pour développer nos propres capacités. Et le paradoxe de tout ça, c'est que les Américains nous encouragent à le faire. Il y a des ambiguïtés. Ils préfèrent nous vendre leurs équipements militaires, bien sûr, surtout aux pays de l'Est de l'Europe. Mais les Américains, Trump l'a dit de manière un peu impolie. Les États-Unis d'aujourd'hui le disent de manière plus polie, mais ils disent on ne sera jamais plus en 1950 au moment où on a créé l'Alliance. Vous aurez un effort de défense, d'accord, sonnant et trébuchant, à faire, vous, Européens. Il y a des domaines dans lesquels c'est à vous de vous débrouiller pour assurer votre sécurité. Et je prends ce dernier exemple, parce que c'était une forme de menace hybride, ce que j'ai décrit sur la Biélorussie qui, pardon pour l'expression, mais enfin c'était le cas, attaque avec des flux migratoires détournés. La Pologne, la Lituanie ou la Lettonie il y a quelques semaines, ce n'est pas une guerre, mais c'est une menace organisée. Est-ce qu'on va appeler l'OTAN à Bruxelles ou Washington pour dire aidez-nous? Bon, c'est à nous, avec notre agence de protection des frontières, avec une coopération diplomatique européenne, avec tout un continuum de sécurité, d'avoir cette politique. Donc, je crois que ça va se renforcer de manière accélérée. On voit l'effort de défense allemand qui augmente dans les années qui viennent, plus vite que prévu sans doute à la lumière de la guerre. Est-ce que ça veut dire casser l'OTAN, quitter l'OTAN? Certainement pas. Et d'ailleurs, je ne crois pas qu'en ce moment ce serait une très bonne idée. Et y aurait-il une raison pour le faire? Ce serait une très mauvaise idée pour l'unité européenne, parce qu'aucun pays européen ne souhaite ça. Donc continuons à essayer de créer des briques de défense européenne, et on verra où nous en sommes dans 10 ans. Mais c'est un débat qu'on a trop conceptualisé et pas assez réalisé. Merci. On va essayer Merci beaucoup. Pardon, je suis un peu long. Non, d'avoir des questions courtes et réponses un peu courtes pour vous donner la chance de tous poser vos questions. Alors, madame, une seconde question. Oui, en effet. Alors, les incertitudes pesant sur l'approvisionnement énergétique semblent ouvrir la voie à un retour en grâce de certains pays dits parias, comme l'Iran ou le Venezuela, où, mine de rien, 1414 exécutions extrajudiciaires ont été conduites. Et la crise russo-ukrainienne n'offre-t-elle pas le retour, voire le renforcement, d'une certaine sélectivité, voire d'un deux poids, deux mesures? Et aussi cette crise, justement, qui se profile, la crise énergétique, n'est-elle pas l'opportunité de penser dès à présent une transition écologique? Merci. Vous ne poserez pas votre troisième question, je vous l'annonce, donc vous pouvez aller vous rasseoir. Oui, j'ai déjà terminé, épuisé mon quota de questions. Alors, si j'ai bien compris le premier point, c'est surtout savoir si en quelque sorte, on ne se remet pas entre les mains d'autres puissances en cherchant des alternatives à la Russie. Vous parlez de l'Iran ou du Venezuela. Oui, en quelque sorte, c'est un peu déshabiller Pierre pour habiller Paul. Non, là, vous avez raison. Alors, je le dis en tant que responsable politique, parfois, la politique internationale, c'est de faire les moins mauvais choix, ou de choisir les moins mauvais alliés ou les moins mauvais partenaires. Bon. Ceci étant dit, je pense qu'on serait fou de recréer des dépendances qu'on regrettera dans 10 ou 15 ans. Bon, si on regrette à certains égards de ne pas avoir fait la transition écologique, la souveraineté européenne, pour prendre ce terme plus général, assez vite ou assez tôt, c'est pas pour que dans 15 ans, il y ait un autre secrétaire d'État qui revienne dans cet amphithéâtre et vous dire c'est pas de chance, nous sommes en conflit avec tel ou tel, et puis on n'a plus de gaz, on n'a plus de pétrole, on n'a plus de charbon, on n'a plus d'hydrogène, pour prendre une énergie un peu plus moderne. Il ne faut pas, même sur les énergies qui sont plus vertes, si je peux dire, recréer des dépendances. Dans la politique énergétique européenne, on essaye de faire d'abord moins carboné, pas trop cher et stable en termes d'approvisionnement, mais aussi plus souverain. Non. Je n'ouvre pas ici un long débat sur le nucléaire ou sur les énergies renouvelables, mais ce sont aujourd'hui les deux sources d'énergie qui sont, aucune n'est parfaite, mais qui sont à la fois peu carbonées ou pas carbonées, stables et abordables, et souveraine. Et ce critère de souveraineté, pas seulement en matière d'énergie, mais puisque vous prenez le cas de l'énergie, il est très important. Donc aller se tourner vers des régimes autoritaires ou instables, ou qui peuvent retourner leurs alliances dans 5, 10 ou 15 ans, malheureusement, il n'y a pas toujours le partenaire parfait, mais ce serait une erreur de le faire, ça c'est clair. Et donc c'est pour ça que ce qu'on essaye de faire en débranchant ou en réduisant, j'espère en sortant rapidement de notre dépendance à la Russie, c'est de développer nos énergies souveraines et vertes chez nous, éolien, renouvelable en général, nucléaire pour les États qui font ce choix, d'avoir évidemment des partenariats, on ne sera pas à zéro dépendance même dans 3 ou 4 ans, c'est évident, et d'avoir une diversité la plus grande possible d'approvisionnement, des partenaires qui soient les plus fiables possibles.
c'est plutôt plus stable d'avoir un contrat avec la Norvège qu'avec la Russie. Il y a quand même moins de danger d'invasion norvégienne dans les années qui viennent. Enfin, des Norvèges, vous n'en trouvez pas toujours. Donc, on n'aura pas que ça. Mais si on réinvestit, et le débat se pose aujourd'hui pour l'hydrogène, avec de grands groupes qui investissent dans le Golfe ou dans le pays d'Afrique du Nord, si demain ces pays sont instables ou sont difficiles comme partenaires, on va dire ça comme ça, on n'aura pas gagné grand-chose. Bon. Donc il ne faudrait pas qu'on fasse du court terme après le court terme, en quelque sorte. Donc ça, vous avez complètement raison. Il y a ce débat sur le pétrole vénézuélien avec les États-Unis. Ce n'est pas tellement un sujet pour l'Europe, d'ailleurs. Je suis prudent, on va voir ce que ça donne. Mais eux sont moins dépendants aussi, les États-Unis. C'est une force qu'ils ont sur le plan énergétique que nous. Merci. Monsieur. Good evening. I hope it's fine if I pose my question in English. So looking at the current, let's say, more disintegration of Europe and Russia, what is your long-term vision about the relationship between Russia and the EU? And then a little more cynical, do we as Europeans maybe need to admit that looking at this formation of the new democratic and autocratic bloc cannot universally defend our values without the risk of starting World War III? Thank you. Without what, sir? I didn't get the final point. That we as Europeans, do we maybe need to admit that we cannot universally defend our values like human rights against this new autocratic bloc without the risk of starting World War III? I hope it's fine if I answer in French. Si ça vous convient. Mais j'ai compris la question en anglais. Enfin, j'espère. C'est la présidence française, il faut être vigilant. Dans 3 mois, ce sera différent. Non, sur le rapport de long terme entre l'Europe et la Russie, la vérité, c'est que c'est probablement le moins bon moment pour le définir et le connaître. Ma conviction profonde, c'est d'ailleurs, je pense, la défaite déjà garantie de Vladimir Poutine. C'est 2 choses. C'est que dans une décennie, va être un peu flou, l'Ukraine sera européenne. Il aura réussi finalement à ancrer la nation ukrainienne dans sa propre identité, à unifier le pays et à l'unifier contre la Russie. Ce qui n'est pas souhaitable en termes de conflit des peuples ou des cultures à long terme, mais c'est ça la réalité de l'Ukraine d'aujourd'hui et sans doute pour longtemps. Ceux qui confondaient sur les plateaux de télévision russophonie et russophilie, qui disaient qu'il y avait, et c'était d'ailleurs sans doute en partie vrai, un est de l'Ukraine qui était plus sensible à l'influence russe politique et culturelle. Bon, si on voulait créer une unité du pays, on ne s'y serait pas pris autrement. Et aujourd'hui, l'Ukraine se vit, on n'est pas partout sur le terrain nous-mêmes, mais se vit comme un pays européen, et sans doute ce sera le cas. D'où ce débat sur l'adhésion, qui n'est pas la seule question, mais qui témoigne de cela. Et si le président Zelensky, dans ce moment-là, insiste sur l'adhésion et sur la perspective européenne, c'est aussi qu'il ressent que son pays a besoin de cela comme ciment. Donc moi, je suis sûr qu'on aura une Ukraine démocratique et européenne dans la décennie qui vient. J'espère avec une guerre qui sera la moins destructrice et la moins longue possible. Mais c'est mon sentiment profond. L'autre sentiment un peu symétrique, je pense que la Russie, le président russe, fait une erreur pour son pays. Quand vous regardez la réalité russe aujourd'hui, et je ne m'en réjouis pas pour la Russie elle-même ou pour le peuple russe, c'est que vous avez un pays qui était déjà en déclin démographique, vous avez un pays qui a une économie qui est une économie principalement de rente sur des matières premières ou des produits qui sont en déclin, parce que quand vous avez misé sur le pétrole, le gaz et le charbon, dans 15 ou 20 ans, ce ne sera pas le meilleur business model. Bon. Et où en plus, on le voit déjà d'ailleurs à certains signaux, les jeunes éduqués, qualifiés, un peu ouverts sur l'extérieur des grandes villes partent ou veulent partir. Donc, on parlait de force de la démocratie. La force de la démocratie, c'est l'adhésion au modèle. On n'est toujours pas tous contents de nos gouvernants ou de nos partis politiques, etc. Mais enfin, globalement, dans la démocratie et dans la durée, les gens sont attachés à leur modèle. Ce n'est pas un acquis. Et d'ailleurs, parfois, ces crises dramatiques nous rappellent à quel point la démocratie est positive. Mais je crois que profondément, il aura créé une aspiration russe à autre chose. Bon. Quelles seront nos relations? La conviction que nous défendons, et parfois il y a eu des ambiguïtés ou des différences en tout cas avec nos partenaires européens, c'est que la Russie ne déménagera pas sur le plan culturel, historique ou géographique, et qu'il y aura un après Vladimir Poutine aussi. Et donc on aura besoin d'avoir une relation économique, mais culturelle, humaine, politique, géopolitique,
qu'on ne peut pas penser vraiment aujourd'hui parce qu'il y a trop de points d'interrogation, mais qu'il faudra construire. Bon, c'est d'ailleurs pour cela que dans les mots qu'on utilise, que le président a utilisé notamment, comme beaucoup de leaders européens, on distingue un dirigeant russe qui fait la guerre, son entourage, les oligarques, et puis une culture, un peuple, un pays qui ne sont pas enfermés dans ce modèle. Et qui sont européens. D'ailleurs, il y a aussi en France, en Europe, peut-être ici même, dans cette institution, des étudiants russes qui veulent rester, qui veulent être européens, qui veulent garder le goût de la liberté, la pratique de la liberté, etc. Donc je pense que nous aurons à recréer ce que, objectivement, ce n'est pas une excuse, les Occidentaux et les Russes n'ont pas su faire ces 30 dernières années. Une relation qui, pour le coup, ne sera sans doute pas l'adhésion à l'Union européenne, je ne vais pas jusque-là, mais sera une relation de partenariat politique qu'on n'a jamais vraiment réussi à faire. Merci. On va prendre les 3 dernières questions d'un coup pour pouvoir gagner du temps et vous libérer à l'heure prévue. Monsieur en premier. Bonjour Monsieur Beaune. Vous avez rappelé à juste titre dans votre intervention l'élan de solidarité à l'échelle européenne, que ce soit à Varsovie, à Budapest. Vous avez rappelé également l'importance des symboles, notamment de l'octroi du statut de candidat à l'Union européenne pour l'Ukraine. Vous avez également mentionné les Balkans occidentaux. Mais quid de la Serbie, dont le gouvernement de M. Vučić joue un jeu d'équilibriste de plus en plus difficile à tenir entre la Russie et l'Union européenne, dont les relations et la dépendance avec le régime de M. Poutine ne font pas secret. Ma question est la suivante. Peut-on dire au même titre qu'on dit à l'Ukraine, peut-on dire au même titre qu'on ne peut pas dire à l'Ukraine, vous ne serez pas candidat à l'Union européenne? Peut-on dire à la Serbie, vous ne serez pas candidat à l'Union européenne, tant que ces dépendances et tant que ce jeu d'équilibriste n'en finit pas? Merci. Merci. Monsieur. Bonjour Monsieur le Ministre, je voulais avoir votre avis sur l'Allemagne, le rôle de l'engagement de l'Allemagne. Donc on a eu un vrai éveil politique et géopolitique de Olaf Scholz là, avec les 100 milliards d'euros qui ont été promis pour la défense. Mais est-ce que ça ne va pas bloquer avec de 1 la mentalité allemande, la puissance relative de la Bundeswehr et enfin la politique budgétaire assez rigide du pays? Donc est-ce qu'il va falloir faire un débat interne sur la politique de défense allemande? Est-ce qu'il va falloir savoir ça au niveau de l'Europe? Parce que ma question du coup c'est est-ce que vous pensez que l'Allemagne va être un adjuvant ou au final ça va bloquer et le symbole va s'essouffler? Très bien. On me dit qu'on a encore un peu de temps finalement, donc vous poserez votre question après. Vous pouvez y aller. D'abord, la Serbie est un pays candidat, et même le pays qui, avec le Monténégro, est le plus avancé dans la discussion avec l'Union européenne. Là, vous avez raison de 2 choses. Une chose qui n'est pas nouvelle, c'est que ça vaut pour la Serbie particulièrement dans son lien avec la Russie, dans son lien économique, parfois géopolitique aussi avec la Chine, soyons honnêtes. C'est pour ça que la politique d'élargissement a parfois été insuffisamment pensée politiquement. Il ne suffit pas d'envoyer des fonctionnaires européens discuter avec des juristes serbes, monténégrins ou autres pendant des semaines et leur faire parfois à marche forcée transposer ce qu'on appelle l'acquis communautaire, loi par loi, directive par directive dans leur ordre juridique national pour que l'Europe soit géopolitiquement influente. Bon, moi j'étais très frappé par un point, c'est une anecdote mais elle est révélatrice je crois, quand la crise Covid est survenue, nos partenaires voisins des Balkans occidentaux étaient souvent en difficulté parce qu'ils avaient moins de moyens, moins d'accès à des équipements médicaux, des masques, puis des vaccins, etc. C'est les Chinois qui ont livré en premier. Des masques, puis des vaccins. In fine, c'est l'Europe qui a fait le plus grand effort, mais on a été parfois trop lent, et puis parfois, et c'est pas une petite chose, on ne communique pas, c'est aussi un outil politique, c'est-à-dire que le président Vučić, il est allé accueillir sur le tarmac de son aéroport à Belgrade les premiers vaccins chinois. Bon, quand l'Europe a envoyé 10 fois plus, peut-être 8 fois plus, peu importe, de vaccins quelques semaines après, il n'y avait personne pour dire merci l'Europe. Bon. Mais c'est notre faute, soyons honnêtes. Donc nous ne sommes parfois pas assez exigeants, ça vaut sans doute beaucoup pour la Serbie et pour d'autres aussi. Quand vous voyez que le Monténégro construit des autoroutes avec financement chinois, c'est aberrant. Bon, mais on n'est parfois pas assez exigeants, nous on leur demande d'être des bons élèves et on est aussi des bons élèves. C'est-à-dire on dit bonjour, est-ce que vous avez transposé la directive 2001/38 dans votre... Merci beaucoup. On repart et puis on reviendra la semaine d'après pour vérifier le règlement 2002. Bon, la géopolitique, c'est pas seulement ça. Quand je parle de rapport de force, le droit qui ne peut pas se suffire à lui-même, c'est ça aussi. Bon. La Serbie est dans une situation particulière par son lien historique avec la Russie. On exerce cette double pression. C'est-à-dire il faut leur donner aussi une perspective et un espoir européen. Faisons notre examen de conscience, nous Français ou nous Européens, nous n'avons pas toujours été suffisamment clairs ou nous avons joué de l'ambiguïté. Ça fait pour certains 20 ans qu'ils sont dans une forme de négociation. Bon.
Ça n'excuse pas tout et je pense que ça peut aller avec une plus grande fermeté sur les influences extérieures. Leur dire, vous avez plus de financement européen, mais les financements européens, ils ne servent pas à faire une autoroute chinoise ou à acheter du vaccin russe. Sinon, on a un problème. Donc on doit avoir ce message de perspective européenne claire, sinon il faut arrêter. Et en même temps, de non-ambiguïté de leur part sur les sujets fondamentaux. Signe positif, même s'il est insuffisant, il faudra continuer. La Serbie ne s'est pas alignée sur les sanctions européennes. Le Kosovo l'a fait par exemple, d'autres pays l'ont fait, la Serbie ne l'a pas fait. La Serbie a quand même, sous pression européenne notamment, voté la résolution des Nations Unies qui condamne l'agression russe. Bon, donc on voit bien. Mais c'est à nous, je pense, de construire aussi, sans être paternaliste, une relation plus franche. L'influence extérieure doit être moins forte. Vous devez choisir votre camp, en quelque sorte. Mais nous-mêmes devons être un peu plus présents et pas simplement être vus comme des juristes un peu tatillons qui leur donnons une perspective qu'on retire la semaine d'après ou sur laquelle on joue aussi devant nos opinions publiques. Et sur l'Allemagne ? Alors sur l'Allemagne, je ne vais pas faire toute la carte, je vais dire des choses désagréables à la fin, ou maladroites. Non, sur l'Allemagne, là aussi, il faut toujours essayer d'apprendre, si je peux dire, la pratique européenne. Il pourrait y avoir une version un peu gauloise qui consisterait à dire c'est quand même aberrant malgré tout, alors tant mieux, ça s'est un peu débloqué récemment, mais malgré tout ce qu'on voit dans le monde avant la guerre ukrainienne, l'Allemagne n'investit pas assez en matière de défense, l'Allemagne est frileuse sur l'Europe de la défense, etc. D'abord, c'est moins vrai depuis quelques années, ça peut s'accélérer dans des moments comme on l'a vécu de manière très spectaculaire, hein. Le discours d'Olaf Scholz du dimanche après l'agression russe, je vous invite à le lire, il est très intéressant. Il y a un mouvement très rapide. Mais il faut aussi, pour comprendre les réticences, et il y en aura encore, hein, on le voit sur les projets industriels militaires qu'on a lancés avec l'Allemagne, l'avion de combat du futur, le char du futur, c'est difficile. Il faut comprendre les raisons. Bon. C'est en partie nous, c'est pas du tout une erreur, je pense qu'on avait raison, qui avons construit une Allemagne qui n'aime pas beaucoup les opérations militaires. Bon. Qui n'aime pas beaucoup le budget de défense, qui fait approuver par son Parlement tous les contrats militaires et toutes les interventions extérieures, qui est une armée parlementaire et intégrée dans le cadre de l'OTAN, pour des raisons historiques que vous connaissez comme moi. On ne va pas refaire l'histoire. On a demandé à l'Allemagne de ne plus être puissante. On ne va pas lui reprocher seulement 7 décennies après de ne pas l'être assez. Maintenant, il faut qu'on construise, c'est pour ça que je dis que cette articulation coopération-puissance est la clé, dans un cadre européen, un effort de défense allemand et d'autres pays. Les 2% du PIB en sont un symbole, mais c'est ça qu'on vise, plus important et aussi plus intégré. Parce que si on a un effort de défense qui est plus important, mais qui reste aussi morcelé qu'on l'est au niveau européen, où vous avez 150 systèmes d'armes différents quand les Américains en ont que 7, bon, on ne sera pas efficace. Donc oui, pour être clair, je crois que si on se donne la peine de comprendre pourquoi il y a des réticences, d'essayer de les traiter, de trouver des coopérations européennes, comme on l'a fait sur le char du futur et l'avion du futur, même quand c'est long et parfois pénible des deux côtés, on aura une Allemagne qui va jouer un rôle de puissance, y compris sur le plan extérieur et militaire, je pense, beaucoup plus important dans les années qui viennent. Et on a intérêt à cela. Mais il faut comprendre pourquoi c'est compliqué, pour essayer de lever ces verrous. Et ces verrous sont en train de sauter, dans l'urgence, mais aussi plus profondément. Ça fait 20 ans que l'Allemagne a pour la première fois, un peu plus de 20 ans même, accepté une intervention extérieure. C'était justement pour préserver le Kosovo. Donc le chemin a été fait, l'Allemagne a été présente au Mali, au Sahel. L'Allemagne a augmenté son budget de défense. L'Allemagne a accepté de s'engager, et nous avons accepté de nous engager sur l'avion du futur et le char du futur. Et aujourd'hui, l'Allemagne est prête à augmenter significativement son effort de défense. Merci. Madame ? Bonsoir monsieur. Alors je poursuis le voyage vers l'Iran et je voulais savoir dans le c'est trop haut. Pour l'accord nucléaire, l'accord de Vienne, les renégociations pour l'accord sur le nucléaire iranien, on a vu que ça pouvait être effectivement affaibli par la guerre qui vient de s'ouvrir. Et je voulais savoir, du coup, la France, dans sa présidence de l'Union européenne et l'Union européenne dans son ensemble, quel rôle elle peut jouer justement dans ces nouvelles négociations et surtout pour résoudre effectivement les antagonismes Russie, États-Unis au niveau des sanctions. Merci. On va enchaîner avec une seconde question derrière.
Merci, je suis aussi pas très grande, donc je vais garder le micro ici. Déjà, je voulais vous remercier du coup pour votre présence aujourd'hui. Et ma question, elle est un peu plus eurocentrée, un peu plus naïve peut-être que les autres. Et c'est par rapport à un peu vous demander un peu de perspective par rapport au futur, parce que je suis un peu inquiète quand même par rapport à la situation. Et du coup, dans les 3 scénarios de si l'Ukraine ne tombe pas, si l'Ukraine est envahie par la Russie ou si l'Ukraine devient un conflit figé, je voulais savoir si vous pouviez nous donner un peu de perspective sur quels seraient les enjeux prochains. Donc, à quoi est-ce qu'il faut qu'on fasse attention peut-être. Enfin, moi, mes peurs, du coup, c'est est-ce que si jamais l'Ukraine est envahie, c'est nous les prochains? Est-ce que si l'Ukraine tient, comment est-ce qu'on peut la soutenir pour lui assurer que cette situation dans laquelle elle est maintenant n'arrive plus? Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'identité européenne? Bonne chance. Merci. En 2 minutes. Alors sur l'Iran, je serai très court. Il y a un projet d'accord qui a été trouvé récemment. Le lien n'a pas été explicitement fait, mais tout à coup, la Russie a en effet émis un certain nombre de réserves. Bon, donc nous travaillons parce que sur le fond, l'accord ou le déblocage de l'accord était presque atteint. Nous essayons malgré tout. C'est d'ailleurs parfois l'inconfort de la diplomatie. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, parmi d'autres, on discute encore avec un certain nombre d'autorités politiques russes pour que, malgré l'émotion, la colère, l'indignation et le drame qu'on vit avec l'invasion de l'Ukraine, on ait des canaux de discussion pour d'abord arrêter cette guerre-là, mais aussi travailler malgré tout avec la Russie sur un certain nombre d'autres crises internationales qui demeurent. Et donc je ne sais pas dire aujourd'hui si on arrivera à faire ce déblocage, mais en tant que présidence française, ce n'est pas un sujet, je ne rentre pas dans l'aspect institutionnel, ce n'est pas un sujet qu'on traite en tant que présidente du Conseil. Stricto sensu, la France est partie à ce format indépendamment de la présidence, mais évidemment ça nous donne un peu un rôle particulier de pression, de même que le rôle qu'endosse le président pour discuter régulièrement avec le président Poutine, c'est pas institutionnellement directement lié à la présidence française, mais c'est aussi une dimension supplémentaire de notre engagement. Donc voilà, on travaille aussi à cet atterrissage, si je peux dire, sur le compromis sur l'Iran. Sur la question des scénarios, alors je ne me risquerai pas, j'allais dire, à spéculer dans la situation incertaine, très incertaine dans laquelle on est. Lire les intentions de Vladimir Poutine, personne ne le sait, personne ne le peut. J'ai une conviction, c'est d'ailleurs pour ça qu'on augmente la pression. C'est en effet que si vous êtes capable d'aider l'Ukraine et que l'Ukraine résiste mieux, tient bon le plus longtemps possible, tient bon tout court, et si, même si les choses ne s'effondrent pas d'un coup, le prix qui est déjà très élevé pour la Russie augmente encore sur le plan économique, sur le plan de l'isolement international, sur le plan de la vie intérieure à la Russie, devient élevé, encore plus élevé et toujours plus élevé dans les jours et les semaines qui viennent, ça rentre dans le calcul que peut faire Vladimir Poutine. Je ne crois pas du tout, à titre personnel, à la théorie du coup de folie. C'est pas réveiller un matin en disant je vais envahir l'Ukraine. Bon. Vous avez vu les mouvements de troupes qui ont été organisés pendant plusieurs semaines. On savait que c'était une des options. Après savoir s'il y a un déclencheur, personne ne le sait exactement, il l'a déclenché. Si vous voulez déjouer les plans les pires potentiels d'une puissance agressive à vos portes, vous devez donner les signaux les plus clairs possibles que tout mouvement supplémentaire sera insoutenable pour celui qui voudra le faire. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. On ne peut pas changer on ne peut pas être dans sa tête, mais on peut lui imposer de changer ses calculs ou de ne pas faire certains calculs. C'est ça qu'on essaye de faire aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas considérer que naturellement, le pire s'évite. Il s'évite si vous êtes capable de réagir. C'est tout ce qu'on se dit sur l'indépendance énergétique, sur la pression militaire, sur les livraisons d'armes, sur le fait qu'on envoie des messages d'unité de l'OTAN et de l'Union européenne pour que ceux qui pourraient être tentés de se dire on peut aller chercher l'OTAN ou chercher l'Union européenne soient dissuadés de le faire. Merci, madame. Oui, bonjour. Ça va? C'est bon. J'ai la voix cassée, désolée. Alors, merci beaucoup pour votre présentation. Vous l'avez dit, l'Europe a réagi très fortement lors de la crise sanitaire. Et maintenant, avec la guerre en Ukraine, les multinationales pétrolières ont annulé leur partenariat avec la Russie suite aux pressions européennes. On a une fermeture de l'espace aérien.
Donc tout ce qui a été conçu au préalable comme étant impossible parce que trop mauvais pour nos économies a été fait. Et donc il y a quelques semaines, nous avons reçu un rapport alarmant du GIEC qui appelle à une réponse bien plus ambitieuse et rapide qu'il n'y a eu à présent face au réchauffement climatique, avec plus de 3 milliards d'humains vivant dans un environnement extrêmement vulnérable. Donc ma question est la suivante. Que faut-il pour que cette crise climatique que ma génération va se prendre de plein fouet et qui est déjà, par ailleurs déjà là, soit réellement considérée comme l'urgence qu'elle est? Merci. On enchaîne avec la question là. Alors moi, c'était pour rebondir à une question sur l'Ukraine. Vous n'avez pas la crainte, finalement, d'acculer Vladimir Poutine quand on connaît le poids de la psychologie des dirigeants dans la politique étrangère, finalement de lui offrir le sentiment qu'il n'a plus rien à perdre. Voilà, c'était pour avoir votre sentiment et aussi peut-être un petit aperçu de ces moments assez... comment dire, de gestion de crise que vous avez vécu vous, et aussi avec Emmanuel Macron, savoir un petit peu comment vous l'avez vécu tous les deux. Alors, on prendra après les 3 dernières questions et on arrêtera là, c'est bon? Donc, il y aura ces 3 là et après ce sera fini. Bon, sur le climat, j'ai conscience que c'est toujours un terrain glissant parce que très difficile de justifier qu'on fait assez. Bon. Donc je serai partiel. Ce que je sais à titre personnel et maintenant en tant que responsable politique, d'abord, c'est toujours un changement psychologique et collectif. Quand j'étais à votre place, les sujets qui étaient les sujets de mobilisation politique ou d'indignation ou d'applaudissement ou de colère, c'était le capitalisme financier débridé, c'était la taxe sur les transactions financières, etc. Le climat, je ne dis pas que ça intéressait personne, c'était beaucoup moins partagé. Et c'est aussi parce qu'effectivement, un certain nombre de crises ou de personnes ont vu plus vite, plus tôt, que maintenant c'est un sujet très largement partagé de mobilisation, de pression politique, etc. L'autre point, c'est que je pense qu'il se passe déjà un certain nombre de choses et beaucoup de choses au niveau européen et qu'il faudra sans doute encore un peu plus de pression sur les responsables politiques. Il faudra être honnête avec nous-mêmes aussi. On a la question qui est à la fois géopolitique et climatique aujourd'hui avec le gaz russe. Pourquoi c'est si compliqué? Parce que c'est une question de mode de vie. Bon. Et que ce n'est pas seulement un Premier ministre italien, un président français, un chancelier allemand qui peuvent dire attention. C'est qu'ils savent très bien que collectivement dans nos vies, le taux d'acceptation n'est pas si élevé que ça, même si je pense qu'on le sous-estime en réalité. Mais vous avez beaucoup de choses qui sont efficaces et qui ne sont pas toujours très visibles. Par exemple, au niveau européen, on a fixé 2 objectifs, je ne vais pas être trop long, hein, neutralité carbone en 2050 et baisse de 55% des émissions en 2030. Ça, si on y arrive, c'est efficace. C'est même plus efficace, il faut le faire aussi, qu'un certain nombre de mesures symboliques dans nos vies quotidiennes, sur l'interdiction de plastique, etc. Mais ce n'est pas efficace si c'est seulement un objectif. Vous avez besoin de 10, 15 textes affreusement techniques sur les normes d'émission des voitures, sur la sortie des moteurs thermiques, sur la taxe carbone aux frontières, sur la rénovation énergétique des bâtiments impérative à échéance 2030, pour tenir cet objectif. On est dans un moment où il y a eu l'indifférence complète, une forme d'égoïsme, à une forme d'indignation qui s'est beaucoup développée, qui est encore forte. Et on en fait aujourd'hui, alors vous savez ce que c'est pour l'étudier, on en fait une politique publique. Alors c'est souvent pas assez rapide, surtout c'est souvent pas assez sexy pour être vraiment moteur. Mais une fois qu'on dit faut faire plus, qu'on fait une marche pour le climat ou qu'on dit il faut aller plus vite, il faut qu'on le traduise en politique publique. Et on en est en fait, ça fait que quelques années qu'on fait des vraies politiques publiques de rénovation des bâtiments, des logements, etc., sur la question climatique. Et la conviction profonde, je ne le dis pas parce que je suis euro-OBA, mais c'est qu'on ne le fera que si on a les mêmes règles partout en Europe et qu'on impose des règles qui évitent les fuites de carbone, d'où l'importance de la taxe carbone aux frontières en particulier, à l'extérieur. Parce que sinon, on aura fait un effort nous-mêmes qui sera compensé ailleurs. Sur la question psychologique ou personnelle, je ne vous raconterai pas les conseils européens ou d'autres choses. Je ne peux pas parler à la place du président et de ce qu'il vit, je ne suis pas dans sa tête. Oui, c'est une période qui est, mais on ne va pas se plaindre, qui est chargée.
termes de travail, psychologiquement. Et il y a une question qui est, pour moi, évidemment, dans les périodes dramatiques, encore plus prégnante. Quand vous êtes responsable politique, vous demandez toujours, enfin je me demande toujours, je le formule en termes un peu provocateurs, si vous n'êtes pas muni quoi. Est-ce qu'on fait assez? Est-ce qu'on voit assez tôt le problème? Est-ce qu'on réagit assez fort? Est-ce que dans 10 ans, on ne nous dira pas, sur le climat d'ailleurs, ou sur la guerre, vous n'avez pas fait assez? Et on n'est jamais sûr en vrai. Là-dessus, est-ce que vous n'avez pas regretté de ne pas être allé à Kiev hier avec les premiers ministres polonais, slovènes et tchèques? Honnêtement, non, je trouve que c'est un beau symbole. On peut se dire il aurait fallu 3, 5, 10 de plus. Bon. Il ne faut pas non plus que, je le dis, pardon de le dire un peu brutalement, que nous, Européens, on considère que notre rôle géopolitique, puisqu'on en parlait, ne se limite qu'au symbole. Je disais à quel point il comptait. Pour être allé en Lituanie, avoir entendu le président de Lituanie dire « Nous, on a été reconnus politiquement par un seul pays au départ, c'était l'Islande, on ne savait même pas où c'était sur la carte, ils ne savaient même pas où on était sur la carte. Et maintenant, on est encore amis parce qu'en 91, ils nous ont reconnus les premiers. » Bon, donc ça compte en politique. Même quand vous faites la guerre, les symboles comptent. Mais ils ne peuvent pas résumer notre politique européenne comme s'il y avait les choses pour les grandes personnes qui étaient les Américains ou quelques autres, et puis les choses pour ce qu'on a parfois appelé les bisounours ou les véganes de la mondialisation, qui sont les Européens. C'est pas vrai. Ça ne nous empêche pas de faire du symbole. Je crois beaucoup à ça aussi. Mais ça ne doit pas se résumer à ça. Donc je n'ai pas de regret à ce point-là, mais à cet égard. Mais tous les jours, je me dis, est-ce qu'on a vu assez tôt? Est-ce que, quand on relit, je n'étais pas aux affaires, mais c'est une question plus large, notre politique russe il y a 5 ans ou il y a 10 ans, est-ce que c'était pertinent? Et est-ce que, puisqu'on en parlait tout à l'heure, c'est vrai sur le plan géopolitique et écologique, est-ce que si on se précipite pour aller signer des contrats pétroliers ou gaziers avec d'autres, ou qu'on réinstalle du charbon pour se désintoxiquer du gaz russe progressivement, on ne fait pas une grave erreur dans le long terme? Bon. Il ne faut pas que l'émotion ou l'urgence nous conduisent aussi à faire des erreurs par manque de sang-froid. Donc il faut essayer de combiner tout ça, et vous demandez toujours si le sang-froid n'est pas une forme de cynisme. Bon. Ce n'est pas vrai pour les responsables politiques, mais il faut toujours se poser cette question. Et plus vous avez de responsabilité, plus vous devez vous poser cette question. Et vous n'êtes jamais totalement à l'aise, je le dis franchement, dans la réponse. On essaye, mais c'est toujours assez imparfait. Alors j'ai oublié sur la psychologie, je ne sais pas, honnêtement. Ce que je ne pense pas que ce soit juste une question de l'état d'esprit, mais un peu quand même, c'est qu'une des raisons qui justifie, on parlait de la crise iranienne, le fait de discuter, sans naïveté, sans illusion, hein, avec le président russe, c'est ne pas le laisser dans une espèce d'enfermement individuel et d'isolement complet à ce stade par rapport aux messages, aux actions que l'on fait aussi contre lui, parce qu'on a toutes les raisons de le faire. Donc, mais c'est là aussi, hein, je parlais de cet état d'esprit et de cet équilibre, c'est jamais très agréable, j'imagine, d'avoir 1h30 de discussion avec quelqu'un dont vous savez qu'en voyant l'image avant de passer le coup de fil, il a bombardé une maternité. C'est sûr. Mais quand vous pensez que c'est utile malgré tout, y compris pour éviter le pire, il faut essayer de le faire. Merci. Madame. Bonjour Monsieur Beaune. La réaction internationale et les mesures de sanctions dressées contre la Russie semblent réalisées dans l'urgence, sous l'effet de la surprise. Or, les intentions expansionnistes de Poutine en Ukraine étaient déjà connues bien avant l'invasion, il y a quelques semaines. Et face à cette potentialité d'une guerre en Ukraine, est-ce que l'UE n'avait pas déjà anticipé ce scénario, sorte de worst-case scénario, et les sanctions qui auraient pu être associées? Est-ce que l'UE... L'Europe, pardon. L'Europe, d'accord. Ouais. Il y a 2 choses un peu différentes. Ça fait partie du questionnement qu'on se pose toujours. Est-ce qu'on n'aurait pas fait mieux plus tôt, plus fort? Là où il y aurait eu, je pense, une erreur incontestable, c'est si on avait dit ça n'arrivera jamais, donc on ne se prépare pas au pire. On ne se prépare jamais complètement. La vérité, c'est que c'est vrai en politique comme dans tous les domaines, même pour les crises les plus graves. Il y a évidemment, il faudra y réfléchir, de l'anticipation à avoir, à renforcer, mais même quand vous imaginez le scénario à froid, la préparation n'est jamais complète. Clair. Est-ce qu'on a vécu comme si l'option d'une invasion de l'Ukraine ou d'une catastrophe de cette nature était impossible? J'ai parlé des impensés dans notre réflexion collective profonde, c'est vrai. Mais on a, le président quand il est allé à Moscou, il a toujours dit le scénario le plus probable, ou le scénario en tout cas qu'on doit anticiper, c'est aussi qu'il envahisse l'Ukraine. Bon. Et donc
toutes les sanctions n'étaient pas préparées, c'est pas vrai. Mais l'idée qu'on réagirait très fortement et qu'on ne laisserait pas tomber l'Ukraine, elle était dans toutes les têtes. Après, il y a de l'urgence, il y a de la réaction. Personne ne savait qu'il y aurait 4 millions de réfugiés, ou un peu plus de 3 millions aujourd'hui, sans doute 5 demain, qu'il faudrait accueillir dans tous les gymnases de Pologne et peut-être demain d'Allemagne ou de France des centaines et des milliers de personnes. Même si, et là aussi c'est pour ça que je disais, nous redécouvrons la souveraineté à l'ouest, nous redécouvrons l'Europe à l'est. Je suis allé en Pologne il y a 10 jours, j'ai vu un dispositif d'accueil difficile, parce qu'on ne peut pas dire que les gens vivent dans une grande joie, mais qui est très bien organisé et très solidaire. Ils l'ont préparé depuis début janvier, malgré tout. Pas il y a 6 ans, mais début janvier. Parce que sans doute, il faut se le dire franchement, eux considéraient que ce qui est impensable à Paris, à Madrid, à Rome ou à Berlin, parce que notre histoire, était un peu plus pensable pour eux et donc un peu plus anticipable. Mais là où je n'ai pas de regrets, je ne m'en félicite pas, mais c'est que nous avons toujours tenu ce discours de la souveraineté européenne, ce discours de la réduction de nos dépendances. On l'a parfois reproché, moi je l'assume, mais malheureusement je crois que l'histoire donne plutôt raison, Nord Stream était une erreur. Et donc on voit bien à quel point l'Allemagne, d'ailleurs courageusement, est en train aujourd'hui de réduire sa dépendance au gaz russe. On voit à quel point, encore une fois je ne veux pas lancer un débat trop complexe, mais choisir des énergies souveraines, dont le nucléaire, c'est mieux qu'une dépendance excessive à l'étranger. Que, puisqu'on anticipe pour l'avenir, il ne vaut mieux pas recréer une dépendance trop forte à des pays qui sont instables ou dangereux, etc. Donc je ne crois pas qu'on ait été dans l'illusion du « il ne faut rien faire, l'Europe n'a rien à faire et tout se passera toujours bien ». Ça, je ne crois pas. Et je crois plutôt que la France était un peu plus en avance dans cette réflexion. Mais on ne va pas dire qu'on n'a aucune leçon à tirer de cette crise ou de cette guerre. Collectivement, en tant qu'Européens, sur la défense, sur l'énergie, sur l'alimentation, on va devoir le faire. Les 2 dernières questions, et après il faudra libérer le secrétaire d'État. Monsieur le ministre, bonsoir. Ma question va porter sur la souveraineté énergétique. Vous nous avez dit en introduction que lorsqu'il y avait une circonstance, il y avait une avancée. Donc là, la circonstance sur l'énergie, nous l'avons, puisque nous tentons de nous détourner, comme vous l'avez dit, des énergies fossiles russes. Mais ma question porte sur les enjeux de cette souveraineté énergétique. D'accord, être souverain énergétiquement en tant qu'Europe par rapport aux autres États qui nous entourent, même sur le continent européen. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on le veut vraiment? Est-ce qu'on le peut vraiment? Et est-ce qu'on le peut vraiment n'est pas seulement dans la capacité de posséder les ressources sur notre sol européen, mais surtout, qu'est-ce que ça voudrait dire pour l'Europe, être énergétiquement souverain tous ensemble, alors que nous avons encore dans nos pays, dans nos États respectifs, un certain attachement à nos industries. Et quand on sait que l'énergie est utilisée, certes, pour alimenter les logements en électricité, en chauffage de tous nos citoyens européens, d'accord, mais c'est aussi nos industries. Donc, Merci. Je crois que je vois à peu près. Mais... Monsieur. Bonjour, bonsoir, monsieur le ministre. Une question un peu plus humaine et peut-être directement politique. Un nouveau rideau de fer vient de s'abattre sur l'Europe. L'urgence va évidemment à l'Ukraine, mais je pense que nous avons tous aussi des pensées pour la population en Russie, notamment celle qui essaye de dénoncer ce qui se passe en Ukraine actuellement, une guerre. Et donc, quelle politique d'assistance à cette nouvelle dissidence, puisque ça pourrait s'installer aussi dans la durée, comme vous l'avez dit précédemment, envisage l'Union européenne ou simplement le gouvernement français, puisqu'il peut agir aussi, lui aussi, indépendamment de l'Union européenne. Et une question peut-être plus économique. Je sais que la France aura bientôt beaucoup de besoins à satisfaire dans son propre pays, et c'est pas sa responsabilité de secourir la population russe, mais... je pense à tous ces étudiants qui ne pourront plus venir en France parce que l'inflation chez eux, qui ne pourront pas satisfaire les conditions, par exemple, de 615 € par mois. Alors, il faudra s'adapter à chaque pays en guerre, je ne sais pas, mais on parlait de bataille idéologique et de concurrence de modèles. Est-ce que seuls les enfants d'oligarques auront droit de venir étudier en France, ou aussi les classes moyennes russes qui voilà. Merci. Sur le premier point, même si... pas tout à fait finir, mais je crois que je vois votre question. C'est d'ailleurs vrai pour l'énergie comme dans d'autres domaines de souveraineté. Il n'y a pas, pour le dire en bon terme économique que vous avez dû entendre avant ce soir, de free lunch. Il n'y a pas de free lunch. Donc,
C'est d'ailleurs la question qu'on doit se poser sur le plan climatique. Si il était facile de passer à la neutralité carbone en 2 ans, on le ferait. Là où c'est vrai, c'est qu'il faut toujours, si je puis dire, le mélange du réalisme et de l'utopie. Si personne ne vous dit que personne ne descend dans la rue pour vous dire il faut passer à la neutralité carbone, vous ne le faites jamais spontanément. Si on avait laissé les grands groupes le faire, ou même les gouvernants le faire tout seul, le confort, c'est de ne pas faire. Bon. Sur le plan énergétique, on se pose des questions qu'on ne se posait pas il y a 3 semaines. La Commission européenne a proposé un plan, on va voir s'il est adopté. Je pense que c'est un bon plan pour dire on peut sortir du gaz russe collectivement dans toute l'Union européenne en 2027. Pour la France, c'est assez facile, notre dépendance est faible. Pour l'Allemagne, pour l'Italie, pour l'Autriche, c'est très difficile objectivement. Et c'est plus facile pour moi de dire on va sortir du gaz russe que pour un ministre allemand. Parce que l'effort à faire pour atteindre le même objectif n'est pas le même. Et l'effort, il n'est pas abstrait. Et même quand on dit, bah oui, c'est des entreprises, c'est des grands groupes, c'est pas juste une question de profit de quelques entreprises. C'est des secteurs économiques qui devront s'adapter. Quand on dit, indépendamment de la guerre, nos entreprises automobiles vont sortir du moteur thermique en 2035, c'est sans doute faisable et sans doute s'il n'y a pas de pression politique, personne ne le décidera. Et on le décide maintenant. Mais on ne peut pas dire que c'est gratuit ou que c'est aisé. C'est pas vrai. Et c'est difficile pour les entreprises et les dirigeants d'entreprises, mais c'est des salariés, c'est une reconversion industrielle, c'est des sites dans certains territoires, etc. Donc c'est pareil pour l'énergie que pour beaucoup d'autres transformations. La pression des circonstances fait que vous mettez un prix sur ce qui n'en avait pas vraiment. Et aujourd'hui, personne ne peut dire, ce serait démagogique, sortir du gaz russe, c'est simple. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas nécessaire, urgent et indispensable. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire quelque chose qu'on ne pensait pas possible il y a quelques semaines. Et ça ne veut pas dire que la hiérarchie de nos critères n'a pas changé. La hiérarchie de nos critères, elle a changé. On a évidemment beaucoup plus envie de faire un effort pour soutenir l'Ukraine et un régime de liberté qui est aussi le nôtre, qu'il y a 3 semaines, parce que la menace est arrivée. Donc on est sans doute prêt à faire un effort collectivement, je ne parle pas de 2 ou 3 responsables politiques, qu'on ne pensait pas accepter de faire il y a quelques jours. Mais là où il faut accepter l'idée, c'est qu'une transition, parce qu'on parle souvent, c'est un peu un slogan de transition écologique, une transition écologique ou énergétique sous pression des circonstances de guerre, ça aura un coût, évidemment, et qu'il faudra sans doute l'assumer, mais aussi l'accompagner. Qu'il y a des ménages pour qui ça coûtera plus cher que d'autres, les secteurs économiques pour qui ça coûtera plus cher que d'autres. Au moment où on parlait, le gouvernement présentait un plan dit de résilience, justement parce que résister au coût de la guerre et à la défense de la démocratie, ça se paye d'une certaine façon. Et d'ailleurs, on va avoir des aides économiques, mais il faudra aller jusqu'au bout de la logique. Il faudra dire aussi ces aides économiques, elles doivent être ciblées. Parce que sinon, vous avez une dette qui un jour se rembourse, etc. etc. Donc je ne vous apprends rien, mais c'est la difficulté de nos grands choix stratégiques, a fortiori quand l'histoire s'accélère, qui est d'accepter de les faire, accepter de penser un peu différemment quand les circonstances l'exigent, mais sans cacher la vérité, qui est que tout ça, quand je disais penser l'impensable, c'est pas penser l'impensable à frais constants ou à coût constant. C'est commencer à penser quelque chose qu'on ne voulait pas penser parce que précisément c'est cher, entre guillemets. Cher économiquement, cher politiquement, cher humainement, etc. Donc voilà, donc je crois qu'on le peut. Je crois qu'on a plus envie de le faire, si je puis dire, socialement, collectivement qu'avant. Mais il faudra construire ce coût et cet accompagnement collectif. Sur la question russe, je vais dire, d'une certaine façon, je suis content qu'on finisse par là parce qu'elle me tient aussi à cœur et je pense qu'elle résume bien je vais dire, l'émotion partagée ou un certain sang-froid que j'ai déjà utilisé comme expression qu'on doit garder. Et bien sûr, il ne faut pas tout assimiler. Bien sûr, je pense que c'est d'ailleurs quand je parlais de certains errements occidentaux, on n'a sans doute pas gardé assez le contact. Il y a eu des gens qui ont eu cette lucidité, mais ils étaient minoritaires, avec des parties de la société russe, des opposants, des sociétés, des organisations non gouvernementales, des médias, qui incarnaient une alternative politique. Je ne parle pas forcément d'ingérence, mais simplement d'avoir des connexions. D'ailleurs, c'est très important de le faire, y compris dans des pays européens avec lesquels on a des différends, Pologne, Hongrie et autres, même si je ne compare pas. Et donc aujourd'hui, oui, il faut arriver à faire cette distinction, même dans l'urgence. Un étudiant russe qui est en France aujourd'hui, ça n'est pas Vladimir Poutine. Un étudiant russe qui est en Russie aujourd'hui, ou pas qu'un étudiant d'ailleurs, qui ne pense pas comme cela, on doit trouver une solidarité, une aide. Évidemment, on doit parer au plus pressé. Le plus pressé, c'est les gens qui sont bombardés. Hein. Donc c'est quand même eux qu'on doit aider en premier, mais sans faire de mauvaise assimilation.
Et donc, c'est un des sujets sur lesquels on travaille, la ministre de l'Enseignement supérieur en particulier, pour qu'il y en a beaucoup, sans doute ici, des étudiants russes qui sont en échange ou en formation. Peut-être n'ont-ils pas envie de retourner dans leur pays et il faudra trouver, y compris socialement, une solidarité. D'autres qui veulent, c'est plus compliqué parce qu'il faut trouver le moyen de regagner l'Union européenne, arriver en France et qui sont parfois en danger. On a vu la journaliste, c'est le cas emblématique il y a 48 heures. On essaye de l'organiser aussi. Donc on aura effectivement, c'est en cours de construction, ce n'est pas d'ailleurs tellement un sujet financier, c'est un sujet d'organisation, diplomatique aussi, à avoir cette solidarité. Je pense qu'elle est très importante, y compris d'ailleurs à l'égard de l'Ukraine, pour dire c'est pas un pays contre un autre, c'est au bon sens du terme et sans rentrer dans la guerre des civilisations, un modèle qu'on défend. Et ce modèle, il y a des gens qui le défendent en Russie, on ne doit pas l'oublier. Monsieur le secrétaire d'État, merci de nous avoir donné votre temps dans ce contexte si troublé. Bon courage pour vos dernières semaines, sans doute, au Quai d'Orsay, en tout cas dans cette position. Et merci encore. Merci beaucoup.